voudrais pas aller dans le vif du sujet sans remercier très sincèrement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'artisan principal de la lutte contre l'impunité dans notre pays. L'idée, sa ferme détermination et volonté de déclencher cette lutte, l'inspection générale des finances ne pouvait rien faire. Comme vous allez le constater, nous avons affaire à de véritables prédateurs, criminels économiques et délinquants. Il fallait justement une véritable volonté politique et un acteur très haut déterminé à déclencher ce processus. Voilà pourquoi nous lui sommes extrêmement reconnaissants pour cette vision de la lutte contre l'impunité placée comme un des piliers importants de sa mandature. On m'a demandé d'échanger avec la communauté estudiantine autour d'un sujet la gestion de la chose publique, l'IGF face au processus de construction d'un équilibre financier générateur de stabilité et de prospérité. Ça, c'est le thème que vous avez choisi, mais je vais les décliner sous un certain nombre de points qui vous permettront de comprendre ce que vous avez voulu dans les thèmes qui nous a été communiqué. Je vais tour à tour développer 5 points. Premièrement, la présentation de l'inspection générale des finances. En deuxième point, nous allons parler de l'état des lieux de la corruption et des détournements des deniers publics dans la gestion publique. Troisièmement, les missions confiées à l'inspection générale des finances par le chef de l'État. Troisièmement, les stratégies mises en place par l'inspection générale des finances pour arriver aux résultats. Et enfin, nous allons vous présenter les résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui. En ce qui concerne la présentation de l'inspection générale des finances, je voudrais d'abord vous définir les contrôles des finances publiques. Sous quelle matière portent les contrôles exercés par l'inspection générale des finances? En réalité, on parle des contrôles des finances publiques, mais il s'agit des contrôles des biens et finances publiques. Les contrôles qu'exerce l'inspection générale des finances portent sur 6 matières spécifiques. Il y a premièrement les contrôles des fonds publics mis à la disposition du cabinet du chef de l'État, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de tous les ministères. Tous les fonds publics sortis du budget de l'État, mis à la disposition du cabinet du chef de l'État, de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'exécutif, donc tous les ministères. Deuxièmement, les contrôles de l'inspection générale des finances portent sur la gestion des établissements publics, la gestion des services publics, la gestion des entreprises de l'État et la gestion des entreprises appelées d'économie mixte. J'ai dit gestion des établissements publics comme l'OGFREM, comme l'OCC, comme l'FPI, la gestion des entreprises du portefeuille de l'État, comme la SONAS, comme la GECAMIN, la gestion des services publics et la gestion des entreprises des économies mixtes. Entreprises d'économie mixte, il s'agit des entreprises où l'État est en partenariat avec les privés, où l'État a apporté sa participation en termes de capital. Troisième volet de ce contrôle, les contrôles de l'inspection générale des finances portent sur la gestion
des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc, nous contrôlons la gestion dans l'ensemble de toutes les provinces, des entités décentralisées, les communes. Quatrième ligne de conduite de contrôle de l'inspection générale des finances, c'est sur les maisons et les véhicules de l'État. C'est là le volet bien public. Nous contrôlons les maisons, les véhicules et tout ce qui est matière revenant à l'État. Et enfin, les contrôles des finances publiques portent sur la mobilisation des recettes de l'État. De quelle manière les recettes publiques sont mobilisées, que ce soit au niveau du pouvoir central, au niveau des régies nationales, qu'au niveau des régies provinciales. Voilà les champs d'action et contrôle des finances publiques. Avant de parler de ce que l'inspection générale des finances fait, je voudrais également vous expliquer comment les législateurs congolais ont organisé les contrôles des finances publiques. Quand vous regardez les lois de la République, les contrôles des finances publiques, c'est-à-dire les contrôles de toutes les matières que je venais de vous donner, est organisé en 3 niveaux. Vous avez premièrement les contrôles des finances publiques exercés par le Parlement, ce qui est un contrôle politique. Donc le Parlement est le premier organe de contrôle des finances publiques, mais ce contrôle, il est politique. Le Parlement peut faire le contrôle de toutes les matières que je venais d'énumérer, au niveau national et au niveau provincial. Deuxième niveau de contrôle que le législateur a prévu, c'est le contrôle juridictionnel. Un contrôle qui est fait par une juridiction. Ce contrôle est porté par la Cour des comptes. La Cour des comptes, en bref, est le commissaire aux comptes des entreprises publiques, les services publics, les provinces. Lorsqu'ils gèrent, ils ont l'obligation de rendre les comptes. Après avoir géré, après avoir terminé une année, ils doivent rendre les comptes. On avait affaire à des gens qui se faisaient passer pour des saints et qui voulaient faire passer à l'opinion que la corruption était l'affaire des fonctionnaires, des policiers. La corruption et le détournement des deniers publics qui ont détruit notre pays étaient l'œuvre des personnes très haut placées. Qu'il fallait aller à ce point-là pour déclencher cette lutte et enfin d'avoir des résultats. Loin de nous, l'idée d'encourager la corruption, la petite corruption au niveau des fonctionnaires, au niveau des policiers. C'est une corruption que nous devons repousser, mais en termes d'objectifs et de stratégie, il fallait amener la lutte plus haut pour avoir les résultats. Quel est l'état des lieux de la corruption dans notre pays? Il y a 3 ans, l'état des lieux qui a été fait par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, était catastrophique. Il a l'habitude de dire, vous ne pouvez pas imaginer à quel niveau le pays se trouvait en matière de la corruption et de détournement des deniers publics. Je vais vous donner quelques lignes. 1. En ce qui concerne la traçabilité de la dépense publique, c'est-à-dire quand on sort l'argent de l'État, qu'est-ce qui arrive effectivement à l'objectif pour lequel on a sorti l'argent. La traçabilité de la dépense publique dans notre pays s'est située entre 0 et 20%. C'est-à-dire, lorsqu'on sort
$100, soit pour l'investissement, soit pour le fonctionnement d'un service. C'est entre 0 et 20% de ces fonds qui arrivaient à l'objectif. Et 80% étaient dans les poches des gestionnaires publics. Il est vrai qu'il n'y a aucun environnement au monde à corruption zéro. On ne vous trompe pas. Les pays les plus avancés en matière de la bonne gouvernance sont des pays qui sont aujourd'hui à 80%. C'est-à-dire, lorsqu'on sort 100 francs de l'État pour un besoin public, au moins 80% ou 80 francs arrivent à être retracés et arrivent à destination. Mais chez nous, nous étions entre 0 et 20%. Donc, sur le plan de la traçabilité de la dépense publique, les pays étaient encore très loin. Et cette affirmation ne résulte pas du néant. L'état des lieux a été fait par l'inspection générale des finances en regardant la dépense publique des 10 dernières années entre 2010 et 2020. L'examen de la dépense publique a prouvé que 20% au maximum des fonds publics sont arrivés à destination. La plupart des marchés passés par la République étaient des marchés entachés de faits de corruption et de détournement public, des fonds publics. Plusieurs routes dans le pays, en 10 ans, ont été financées plus de 4-5 fois. Alors qu'en matière de routes, quand on fait des routes, pour y revenir, il faut au-delà de 10 ans. Mais vous avez des routes dans ce pays qui ont été financées en 10 ans, entre 2010 et 2020, qui ont été financées 4-5 fois par le Trésor public. Ça signifie que ces fonds étaient dans les poches des individus. Nous avions essayé de faire un état des lieux, vous l'avez suivi récemment, des forêts de la République démocratique du Congo. On était dans un pays où même nos forêts étaient en voie totalement d'être pendues. Et les fonds ont pris des destinations inconnues. Nous avons fait un état des lieux dans les secteurs miniers, un état des lieux catastrophique. Nous avions pratiquement perdu près de 75% de nos minéraux, de nos gisements, sans qu'en contrepartie les pays puissent bénéficier de quoi que ce soit. Nous avions fait l'état des lieux de plusieurs projets qui ont été financés par la République sans qu'il y ait de résultats. Vous avez suivi les projets avec nos minéraux, avec la coopération, où on nous a promis des routes, des écoles, des hôpitaux, des voies ferrées, en contrepartie des minéraux congolais qui sont partis à l'extérieur sans qu'aujourd'hui nous soyons capables de retracer la contrepartie. Donc, je voudrais dire que sur le plan de la traçabilité de la dépense publique, les pays étaient très bas. Et si vous prenez les classements jusqu'en 2019 des pays les plus corrompus, je pense que nous étions parmi les meilleurs pays où la corruption revient à maître. C'est pour cela que les chefs de l'État et du gouvernement sont en train de s'investir pour renverser la tendance, pour que le Congo puisse relever la tête. L'état des lieux des détournements des deniers publics et de la corruption dans notre pays, c'est aussi dans la fraude et coulage des recettes. Je peux vous dire, le niveau des recettes mobilisées par les trésors publics aujourd'hui ne peut pas être évalué à plus de 40%. C'est-à-dire, nous sommes à un maximum aujourd'hui de 40%, compte tenu de notre potentialité économique. Nous avons un niveau trop élevé. Et quand on a fait l'état des lieux il y a 3 ans,
nous étions à peine à 25% des niveaux de mobilisation réels. C'est-à-dire, nous avions à ce temps-là plus de 75% des ressources et des recettes qui n'arrivaient pas au trésor public, qui étaient entre les mains des individus. Le Congo, il y a 3 ans, avait un budget maximal de 4 milliards de dollars américains. Et je dis bien 4 milliards de dollars américains. Un grand pays comme le nôtre, 4 milliards de dollars américains. Sur les 4 milliards de dollars américains, près de 3 milliards étaient destinés à la prise en charge de la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire tous ceux qui sont payés par l'État, les militaires, les policiers, les fonctionnaires, les médecins, les enseignants, prenaient dans ces 4 milliards, 3 milliards, laissant pour le fonctionnement de l'État et le développement d'investissement 1 milliard. Et si vous intégrez la donne de la traçabilité de 20%, ça signifie que sur les 1 milliard, 800 millions chaque année étaient dans les poches des individus et 200 millions arrivaient à destination. 200 millions pour l'ensemble du territoire, et vous pouvez comprendre vous-même aisément pourquoi on n'a pas d'infrastructure, pourquoi on n'a pas d'école, pourquoi on n'a pas d'hôpitaux et pourquoi il y a eu la misère noire. Il était illusoire de penser à un développement quelconque avec un tel niveau de la prédation dans une économie. Voilà l'état des lieux qui a révolté son Excellence, Monsieur le Président de la République, et il a décidé de mettre la lutte contre l'impunité comme une de ses priorités en redynamisant tous les services qui travaillent dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Nous ne sommes pas les seuls à lutter contre l'impunité. Il y a l'inspection générale des finances, il y a la Cour des comptes, il y a les cellules de renseignement financier appelées Sénaref. Le chef de l'État a créé en 2020 l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption, APLC, et il y a également la justice congolaise. Nous formons donc un arsenal de services et institutions appelés à mettre nos efforts ensemble pour lutter contre le détournement des deniers publics et la corruption. Je reprends l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, le Sénaref, l'APLC et la justice congolaise. Donc, nous devrions mettre nos efforts ensemble pour lutter contre ces phénomènes. Les missions, au vu de l'état des lieux catastrophique de détournement des deniers publics et de la corruption dans notre économie, le chef de l'État a assigné à l'inspection générale des finances des tâches à faire. Nous en avons principalement 3 tâches qui nous ont été assignées. La première, le chef de l'État a demandé à l'inspection générale des finances de procéder à une surveillance totale de toutes les opérations financières de l'État. Je vais expliquer. En matière de contrôle, il y a 3 types de contrôles qu'on peut faire. On peut faire un contrôle a posteriori, on peut faire un contrôle a priori, on peut faire un contrôle concomitant. Je vais expliquer les 3. Le contrôle a posteriori, c'est un contrôle où on laisse les gestionnaires publics gérer à toute tranquillité. Ils rendent les comptes après une année et on vient vérifier les comptes que le gestionnaire a présentés. Que notre pays perdait 1,5 milliard de dollars par an du fait des exonérations illégales. Les exonérations ont
ont l'air bien fondées dans une économie. Mais dans le cadre du code des investissements, ou du code minier, ou d'autres lois de la République, on exonère un investisseur le temps qu'il est arrivé, qu'il puisse s'accommoder à l'environnement économique, qu'il puisse s'enraciner et commencer à payer les impôts. Pendant le temps d'enracinement, d'accommodation, on peut alors exonérer un opérateur économique. Il y a des opérateurs économiques au Congo qui ont fait 30 ans d'exonération. Ils n'ont jamais payé d'impôts dans ce pays. D'exonération en exonération. Et ce qui est grave, les exonérations étaient même remises à des personnes qui n'étaient pas des commerçants ni d'entreprises, qui à leur tour de revendre ces exonérations aux entreprises qui voulaient importer ou aux entreprises qui devaient payer les droits de l'État. C'était devenu une forme de commerce dans notre pays. Il fallait lutter contre ces phénomènes qui privaient l'État des moyens importants. Troisième mission qui a été confiée à l'Inspection générale des finances, c'est de procéder à l'encadrement au quotidien de la mobilisation des recettes au niveau des régies financières pour éradiquer la fraude et le coulage des recettes. Nous avions mis en place des mécanismes avec des inspecteurs pour surveiller les régies financières dans leur travail au jour le jour. Aujourd'hui, nous avons 40% de nos effectifs qui sont dans les régies en train de surveiller les opérations de recouvrement des recettes publiques pour voir comment la taxation est faite, comment les ordonnancements sont faits et comment les recouvrements de fonds publics sont en train d'être faits. En fait, nous avions mis des gendarmes derrière les régies pour les surveiller et, les cas échéants, les appréhender et les traduire devant la justice.